أهلا وسهلا ومرحبا في كلاب الرياضيين والرياضيات، في كلاب الجميع. نتمناو تكونوا قضيتوا نهار مزيان رغم الأمطار، ونتمناو تكونوا في النهار ديالكم مزيانين. نضي القصري يحييكم في رمضان كذلك مع الحبس الجماعي. ربطوا اتصال بسي عبد الله ويقولنا الضيوف ديالو، وتبارك الله عليكم مع السي عبد الله. عبد الله لك الخط. مساء الخير زميلي نور الدين، مرحبا بكم المستمعين الكرام في حلقة جديدة برنامج رمضان فولتير، الذي من خلاله نحل ضيوفا عليكم في بيوتكم في هذا الحجر الصحي، في هذا السجن الجماعي الذي فرض علينا منذ فترة وطال أمده. هذا المساء سعيد جدا أن أستضيف زميلا لنا في مجموعة من المنابر ديرنييرور، وكذلك يشتغل مع الاتحاد البلجيكي لكرة القدم. Bonsoir à tous. J'ai le plaisir de recevoir ce soir un collègue de la dernière heure de Allah. Norden. Je sais pas, il travaille là, Tahel et vous. Je l'ai bien précisé. J'ai le plaisir de recevoir, nous avons le plaisir de recevoir sur Radio Voltaire Philippe Donnois. Philippe, bonsoir. Oui, bonsoir à tous et merci pour votre invitation sur Radio Voltaire. Bienvenue sur Radio Voltaire. Une question de routine, comment se passe le confinement dans votre région? Est-ce que les gens sont bien soumis à la réglementation du confinement? Mais de manière générale, oui. Enfin, je peux dire que ça se passe très très bien, dans le sens où on parvient à s'organiser. Alors c'est vrai qu'il faut trouver une structure, c'est vrai qu'il faut trouver une organisation de vie, un rythme de vie un petit peu différent, mais voilà, je ne me plains pas du tout. Je sors le moins possible, si ce n'est pour les choses essentielles. Et je crois un petit peu comme tout le monde, on a été un peu pris de court par ce phénomène qu'on pensait localisé dans certaines régions du monde et que cela ne nous toucherait jamais. Et bien finalement, voilà, on est un petit peu rattrapé par les événements. Et je crois que tout le monde en prend un petit peu conscience. Et à la fin, je crois qu'il y a, oui, un petit peu de curiosité aussi par rapport à ce phénomène, par rapport aux solutions possibles, et puis surtout l'envie d'en sortir rapidement. C'est un élément nouveau dans notre vie. On ne s'attendait vraiment pas à ce que ça change nos habitudes. Ça a changé aussi nos habitudes de travail. Comment se passe chez vous le travail à distance? Mais en fait, le travail pour nous, comme journaliste sportif, évidemment, il est complètement bouleversé dans la mesure où il n'y a plus d'événements sportifs. Tous les événements sportifs, tous les matchs de football principalement sont à l'arrêt, mais il n'y a pas que le football qui est impacté par le coronavirus. Il y a d'autres sports comme le golf, il y a d'autres sports comme le tennis, il y a d'autres sports comme les courses cyclistes, etc. Tous les sports sont touchés, donc le monde du sport dans son ensemble est à l'arrêt. Et donc, c'est vrai qu'en tant que journaliste sportif, eh bien, vous n'avez plus d'événements à suivre. Alors, comment se passe ce travail? Ben, chez nous, à Vous Sport World, on table beaucoup sur des rediffusions de grands événements sportifs du passé, justement, qui ont marqué l'histoire du sport, dans tous les sports possibles. Et au niveau du football, c'est vrai que comme nous sommes aussi des détenteurs de la première ligue du championnat d'Angleterre, eh bien, nos accents sur des rediffusions de grands matchs du championnat d'Angleterre, et puis par les autres compétitions, oui, ce sont vraiment des événements marquants de l'histoire du sport. Donc comment se passe ce télétravail? Ben, nous sommes plutôt chez nous. Nous recevons parfois des programmes à traduire de l'anglais vers le français, et nous allons finalement très rarement en studio faire des enregistrements, et puis aussi des petits concepts d'émissions par vidéo conférences qui ont été créées justement pour porter un petit peu un regard sur la situation actuelle, que ce soit dans le football étranger ou dans le football belge. Toutes les activités sportives sont certes à l'arrêt à cause de la pandémie. Le championnat de Belgique en fait partie. Faut-il encore spéculer sur une éventuelle reprise des championnats? Et la question finalement devient un petit peu plus, je dirais, philosophique et d'ordre général. Je veux dire, quelle est la priorité
dans le monde actuel, je veux dire, de jouer au football ou de sauver des vies et de protéger des gens. Je crois qu'on s'est rendu compte aujourd'hui qu'on était dans une société, ici depuis un mois et demi, on est capable évidemment de vivre sans football. Alors ça chagrine évidemment beaucoup de gens quand on est passionné par ce sport et qu'il n'y a plus de match. Mais voilà, il faut pouvoir mettre aussi des choses en perspective et relativiser certaines choses. Alors derrière, bien évidemment, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des intérêts financiers qui sont énormes dans tous les championnats, pour les équipes. Et donc, de ce point de vue-là, il y a des pertes qui sont très importantes. Et donc, d'un certain côté, on peut comprendre la décision ou l'envie plutôt des clubs de vouloir éventuellement terminer la saison, mais tous ces clubs sont évidemment tenus par les décisions des différents gouvernements. Et aujourd'hui, on se rend compte que voilà, les compétitions sportives ont très peu de chances d'arriver à terme. Aujourd'hui encore, en France, eh bien, il semble acquis que la Ligue 1 ne reprendra pas, qu'il n'y aura pas d'événements sportifs avant le mois de septembre. Aux Pays-Bas, on a déjà décrété qu'il n'y aurait pas de football avant le mois de septembre. Du côté de l'Angleterre, on espère une reprise partielle début juin. En Allemagne, ils espèrent même une reprise ici à huis clos, avec des matchs à huis clos ici durant le courant du mois de mai. Et puis la Belgique, eh bien, elle s'était aussi un petit peu distinguée dans un premier temps en souhaitant un arrêt immédiat de la compétition. Puis finalement, ça avait un petit peu aussi chagriné l'UEFA. On est revenu un petit peu sur la décision et finalement, on aura sans doute une décision ici dans les prochains jours. Mais voilà, on est incapable de dire ce qui va se passer dans quelques mois, parce que c'est vrai qu'il faut penser éventuellement à terminer la saison, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une autre saison qui doit commencer. Et donc ici, on est face à des calendriers qui sont complètement bouleversés, et je crois que c'est un petit peu, pas dire irraisonnable, de vouloir à tout prix terminer les championnats. Il y a un préjudice subi par les équipes. En Belgique, par exemple, il y a cette question de 23 millions d'euros par équipe gagnés gagner au cas où le championnat reprend. Ce sont les droits TV. Qu'est-ce qui va se passer si on ne reprend pas le championnat? Si on ne reprend pas le championnat, il y a des décisions qui seront prises aussi avec les détenteurs de droits. Ça fait qu'en plus c'était une année charnière dans le sens où il y avait un contrat de droits TV qui se terminait avec les actuels détenteurs, et puis il y avait une autre chaîne de télévision qui avait acquis les droits pour la prochaine saison et pour le futur. Maintenant, par rapport à cela, c'est un petit peu comme dans tous les pays, il va falloir essayer de trouver des accords entre justement la Pro League et les détenteurs de droits, parce que oui, ça fait un manque à gagner d'une part pour la Pro League, mais de l'autre côté, ça fait aussi un manque à gagner pour des chaînes de télévision qui ne peuvent plus offrir des matchs en direct. C'est quand même une perte importante, c'est un attrait en moins pour de nombreuses chaînes de télévision. Alors après, je dis, il faut de nouveau tout mettre un petit peu dans un contexte, essayer de prendre un petit peu de distance, parce que l'important est de rejouer au football dans la situation actuelle. On comprend bien l'arrêt de certains championnats en Europe pour épargner des vies, notamment en France ou aux Pays-Bas. Le problème qui se pose, c'est pas le fait de désigner ou pas le champion, mais quelles sont les équipes qui peuvent prétendre à une représentation au niveau européen. Et ça, je crois que l'UEFA a été relativement claire il y a quelques jours. Donc, elle avait tout de même établi un communiqué où la première question, c'est la question de la santé des joueurs. Et donc, c'est là qu'on voit tout de même la mise en perspective des événements sportifs par rapport au contexte mondial actuel. La priorité de l'UEFA, c'est la santé publique et, de manière plus précise, la santé des joueurs. La deuxième recommandation de l'UEFA, c'est d'explorer justement les solutions pour finir, mais aussi avec cette condition, si c'est possible, en temps utile. Donc ici, on est vraiment quasiment dans un cas de force majeure où c'est peut-être impossible de terminer des championnats en temps utile. Mais donc là, l'UEFA, à nouveau, est très clair, essayer d'explorer des solutions pour terminer. Et puis, la troisième recommandation de l'UEFA, c'était notamment le critère du mérite sportif qui devait prévaloir sur le coefficient européen en vue des prochaines campagnes européennes, justement pour la sélection des clubs et les clubs qui seront autorisés à jouer la saison prochaine en Coupe d'Europe. On se baserait davantage sur le mérite sportif que sur le coefficient européen. Donc ça veut dire que les situations actuellement figées dans les championnats établiraient évidemment la liste des clubs participant aux Coupes d'Europe la saison prochaine. Alors évidemment, il y a certains clubs qui s'estiment lésés, il y a d'autres clubs qui pourraient être un petit peu avantagés. On sait, en Belgique, on connaît la situation de certains clubs
compétition, notamment en ce qui concerne les playoffs 1, qui aujourd'hui se retrouvent un petit peu pris de court et qui doivent simplement assumer leur situation actuelle si le championnat ne reprend pas. Quand on parle de ces équipes belges qui subissent ce préjudice entre parenthèses, on parle de l'Antwerp. Est-ce que vous comprenez bien la position de l'Antwerp qui veut reprendre à tout prix? Tout à fait. D'abord, l'Antwerp pouvait éventuellement terminer à une meilleure place dans les playoffs 1 et pourquoi pas terminer vice-champion derrière le club de Bruges. Si on part du principe que Bruges était inaccessible et était éventuellement se mettre à la deuxième position. On sait que l'Antwerp pourrait aussi se mettre troisième dans le classement. Et puis à partir de là, vous avez simplement des qualifications qui sont automatiques ou non pour des phases de groupe en Coupe d'Europe et notamment en Europa League. Donc il ne faut pas oublier que l'Antwerp va encore jouer la finale de la Coupe de Belgique. On sait encore quand cette finale va avoir lieu, mais la revendication de l'Antwerp sont tout à fait compréhensibles. Oui, tout à fait. Norden? Moi, je reste parce que j'ai pas compris exactement, mais je voudrais savoir parce que le précédent de la fédération amateur, le papa de l'arbitre, j'ai oublié son nom, l'ancien arbitre de Belgique, le président de AFF, je crois, la fédération de club amateur, il veut que le championnat commence au mois d'octobre. Oui. Donc, j'ai pas compris ici. Donc, il y a certains qui veulent le championnat commence maintenant, le mois prochain. Il y a d'autres qui veulent le championnat commence au mois d'octobre. C'est quoi la réalité exactement? Oui, mais ici, pour moi, ce sont des discours, des phrases qui sont complètement stériles. Et il y a plein de gens qui revendiquent je voudrais recommencer à telle date ou oui, c'est mieux de dire je voudrais recommencer plutôt que de dire je veux recommencer à cette date-là. Aujourd'hui, il y a des impondérables. La situation mondiale, elle est comme elle est actuellement et les dirigeants sportifs peuvent danser sur leur tête. Le dernier mot sera pris par les décideurs politiques et par les gouvernements du monde entier qui décideront si on peut, oui ou non, jouer, faire du sport sur leur territoire. C'est aussi simple que ça en fonction de l'évolution ou de la diminution de la pandémie. Ici, voilà, venir dire on veut jouer à telle date, on veut jouer à telle autre date, on n'a pas de boule de cristal, donc finalement on ne saura pas exactement quand c'est possible. On essaye de prendre des mesures justement pour diminuer le risque de propagation, de diminuer le risque de contagion. Alors on peut avoir toutes les bonnes intentions du monde, toutes les plus belles revendications du monde. Si la situation ne le permet pas, on ne jouera pas, c'est tout. Oui, parce que aussi, Mehdi Bayat, il a dit aujourd'hui qu'il va avoir, je crois, 2400 tests par jour. C'est un peu énorme si ça recommence. Mais il faut savoir que les clubs, ils sont un petit peu pris de court, comme la situation et comme les citoyens le vivent de manière générale. Mais alors les clubs, évidemment, ils ont des rentrées, ils ont des dépenses. Aujourd'hui, les rentrées, elles sont quasiment nulles. Il n'y a pas de match. Vous avez vu ici la problématique, on l'a évoquée avec les contrats de télévision. Il y a tellement d'aspects, évidemment, dans le club avec des coûts fixes qu'il faut pouvoir gérer. Et puis aussi le contrat des joueurs, qui sont souvent des contrats parfois lourds pour certaines équipes, on va dire, de pointe. Donc, il y a tout le rapport par rapport à la masse salariale. On sait que dans certains clubs, il y a eu des négociations pour essayer de diminuer certains salaires ou pour renoncer à une partie des salaires. Il y a aussi la question du marketing dans certains clubs. On voit par exemple ici du côté d'Anderlecht qu'il y a un sponsor important qui s'est retiré. Il faut donc pouvoir réagir aussi à ce genre de décision. Et ici, on est dans une situation qui est très compliquée, mais il faut pouvoir réagir immédiatement quand on veut assurer aussi la stabilité et la survie financière d'un club. La question se pose aussi pour les joueurs. Il y a des joueurs qui ne sont pas du tout prêts à rejouer. Il y a des joueurs qui préfèrent attendre, ils ont peut-être une forme d'anxiété, ils ont peut-être une forme de peur, et donc ils voudraient voir aussi comment évolue cette situation. Quand vous avez des joueurs qui sont aussi libres, qui arrivent ici en fin de contrat, qui sont donc libres au niveau de leur transfert, mais vers quel club vont-ils se diriger si ces clubs ne jouent pas?
Vous, Qui se retrouve aussi sans club. Hein. Monsieur Philippe, vous avez parlé les sponsors, comme il y a un des principaux sponsors d'Anderlecht qui vient, il a fini le contrat, il va finir le fin juin, et il veut pas continuer. Est-ce que cette fameuse l'arrêt de contrat, il va relagir vers d'autres clubs belges, il va pas s'arrêter qu'à Anderlecht, peut-être il va aller d'autres clubs comme Charleroi ou Standard et Bruges. Et il faut voir, mais ici du côté d'Anderlecht, quand je parlais du principal sponsor, je parlais de Proximus qui voilà se retirait d'Anderlecht. Bon, après on a appris qu'il y a d'autres sponsors qui se sont retirés ici, mais du côté d'Anderlecht, on avait aussi pallié déjà ce genre de choses. Il y avait des négociations qui étaient en cours depuis plusieurs semaines et même un petit peu avant le coronavirus. Et donc là, on a déjà trouvé et on a déjà annoncé même certains noms pour des reprises. Mais voilà, ici on parle d'Anderlecht. Anderlecht parvient à pallier évidemment le départ comme ça impromptu de certains sponsors. Ce sont quand même des sommes importantes qu'il faut pouvoir remplacer ou retrouver immédiatement. Mais il y a d'autres clubs, voilà, qui sont parfois confrontés à des situations. Et ces clubs-là auront peut-être davantage de difficultés pour survivre. Ça fait peut-être un petit peu rebondir aussi sur la question des fameuses licences. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a 7 clubs sur les 24 professionnels qui ont été recalés au niveau de la licence. 7 clubs sur 24, c'est tout de même énorme. Et maintenant, on n'en compte même plus que 23, vu que Lokeren est tombé en faillite. Oui. Prenez un club comme Moucron. Moucron, c'est des hauts et des bas depuis de nombreuses années. On a eu difficile à trouver une stabilité. Il y a eu la fusion, pour ceux qui s'en rappellent, avec Pérué. Et puis il y a eu l'arrivée aussi du LOSC, l'équipe française de Lille. Donc évidemment, c'est un club qui a eu très peu d'identité, aussi de nombreux agents qui tournaient autour du club. Mais toujours est-il que ce club, voilà, il peut quand même se poser aussi des questions aujourd'hui par rapport à son avenir, surtout dans une région où on a toujours eu un petit peu de mal à trouver des sponsors importants. Parce qu'on a remarqué ça en Belgique, il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas eu de bons sponsors, ils ont retiré. Si on parle de Mons, aussi le club de Tubize. Donc il y a beaucoup de clubs, surtout de la région Wallon, ils sont mal à se trouver dans le championnat belge. Et ça donne mal en général sur le championnat belge. Il n'y aura pas beaucoup de clubs au futur. C'est comme ça. Ben, je crois que le problème n'est pas spécifiquement centré sur les clubs d'origine francophone ou les clubs wallons. Ici, on évoquait Lokeren qui est tombé en faillite. Le Pays d'Oise, peut-être, n'aura plus de représentants. On voit comment Waasland Beveren va pouvoir aussi se sauver. Mais ici, avant Lierse. Oui, tout à fait. Et donc, on est avec des clubs, que ce soit au nord ou au sud du pays, qui sont confrontés avec d'importantes problématiques financières. On espère qu'ils trouveront une solution, mais évidemment, tout ça contraste aussi un petit peu avec le fait qu'on oublie, mais la Belgique est quand même numéro 1 au classement mondial de la FIFA, et on est dans un pays où finalement, avec des clubs qui ont de grandes difficultés financières aujourd'hui, la commission des licences vient quand même de le démontrer. Bon, après, il y en a beaucoup qui vont faire un recours devant la Cour belge d'arbitrage du sport. On peut imaginer que le Standard va s'en sortir parce que ce cas-là paraît quand même un petit peu plus loufoque. Mais il faut, à mon avis, oublier que tous les autres clubs qui ont fait un recours devant la Cour belge d'arbitrage du sport vont s'en sortir. Parce qu'alors sinon, il y a aussi un problème de cohérence entre ce que dit d'une part la commission des licences et puis ce que pourrait dire d'autre part la Cour d'arbitrage belge du sport. Oui, c'est vrai. Ici, ça doit peut-être les sponsors ou les gens qui voient championnat belge, c'est la seule championnat en Europe plus ou moins qui a un championnat, on peut dire autrement, parce qu'il y a le championnat normal plus le play-off. Peut-être ça dérange aussi les autres sponsors par rapport les pays voisins, Hollande, France, l'Espagne, l'Allemagne. Ils sont un championnat régulier, normal, avec 20 clubs qui jouent le championnat normal et c'est terminé par heure contre championnat belge. Il y a un championnat normal plus le play-off. Peut-être il y a un petit souci ici, quoi.
Oui, mais après, bon, il faut quand même prendre le contexte dans son ensemble. Avoir un championnat de Belgique avec 20 clubs, c'est quelque chose de totalement irréaliste. Depuis des années et des années, justement, pour avoir une forme de santé financière, on a voulu aussi diminuer le nombre de clubs. L'instauration des playoffs était censée dynamiser le championnat, à la fois sur le plan du spectacle, sur un plan télévisuel, et surtout sur un plan financier, en regroupant les principales formations et surtout les grosses formations du championnat. Alors, au début de l'instauration des playoffs, il y en avait certains qui étaient pour, il y en avait certains qui étaient contre. Oui. Mais au final, c'est quelque chose qui est rentré un petit peu, voilà, dans une forme de routine. On l'oublie peut-être, mais cette année, en fait, on fêtait les 10 ans de l'instauration des playoffs 1. Alors, l'impact médiatique est surtout centré sur les playoffs 1, bien évidemment. Il y a le titre de champion, il y a les qualifications européennes. Les playoffs 2 ont toujours été une forme de parents pauvres, et souvent des clubs, voilà, qui prenaient cette compétition beaucoup à la légère. On considérait, voilà, que le championnat était quasiment terminé quand la phase classique était finie et qu'on n'accédait pas au playoff 1. Aujourd'hui, avec la question des licences et des nombreux clubs qui ont vu leur licence refusée, que ce soit en D1A ou en D1B, actuellement en D1B, nous n'avons plus que 2 clubs avec une licence. Oui. Ça change quand même, ça veut dire que cette compétition, en principe, elle est vouée aussi à mourir. Donc, que va-t-il se passer avec les 2 clubs qui sont considérés actuellement comme étant en ordre? Vont-ils monter en D1A? Va-t-on augmenter le nombre de clubs en D1A? Moi, je crois que pour la Belgique, ça ne sert à rien d'avoir un championnat avec tellement de clubs. Alors, l'instauration du système des playoffs par rapport à d'autres championnats européens, bon, ça, on peut en disserter pendant des heures et des heures. L'Angleterre a toujours eu un système très clair qui se joue parfois même à la différence de but. Donc, voilà, il y a le pour, il y a le contre, mais je crois pas qu'il faut rester dans cette forme de comparaison entre le championnat de Belgique par rapport aux autres championnats. Et on peut même considérer que cette année, le championnat de Belgique avait une forme d'attrait, je vais dire neuf. Il y avait un nouvel attrait pour le championnat parce qu'on avait tout de même certains joueurs de renom, belges de surcroît, qui étaient revenus jouer dans le championnat. Je pense notamment à Mignolet du côté de Bruges, c'est quand même un coup même exceptionnel, je trouve, à l'époque. Il y avait Nasser Chadli qui était revenu jouer ici à Anderlecht. Donc on avait quand même certains joueurs qui donnaient une autre dimension au championnat, quelle que soit la formule. Ok, Abdallah. شكرا نور الدين. Je reviens vers vous, Philippe, pour cette question de sponsoring. Est-ce que vous comprenez dans quelles conditions Eleven est arrivé comme diffuseur des championnats? Est-ce une bonne affaire que Eleven a réalisée ou c'est une patate chaude dans un premier temps? Eleven avait déjà une vue sur le championnat au cours de la renégociation du précédent contrat. Il n'avait pas réussi à emporter les droits à cette époque-là. Et aujourd'hui, ben voilà, ils ont réussi à décrocher les droits en mettant un petit peu plus d'argent sur la table par rapport, on va dire, à un conglomérat de Telenet, Proximus et vous. Donc voilà, ça s'est joué sur des critères financiers et puis aussi ben voilà, les clubs qui ont décidé d'opter pour cette chaîne de télévision qui essaye de s'implanter depuis de très nombreuses années ici en Belgique avec une politique relativement agressive dans le sens où agressive positive dans le sens où on essaye d'acquérir de très nombreux droits dans des sports les plus divers et de satisfaire vraiment les passionnés de sport, comme on a essayé aussi de le faire sur Telenet, comme on a essayé de le faire sur Proximus, comme on a essayé de le faire sur Bousport, mais il y a sans doute aussi un aspect financier, de nouveau, qui rentre le nerf de la guerre. Ça reste toujours l'argent, on dit qu'on soit sportif ou pas, qu'on soit simple lambda ou même déjà richissime, je veux dire, l'argent, ça reste le nerf de la guerre pour tout le monde dans la vie. Voilà, ici, avec des moyens financiers importants, ils ont réussi à mettre la main sur le championnat, dans un contexte effectivement maintenant un petit peu particulier, savoir quand le championnat va recommencer, avec quel club, voilà, c'est compliqué. Alors du côté des clubs, voilà, ils ont opté pour une situation avec un montant plus élevé,
Est-ce que ça va changer réellement quelque chose dans l'organisation des matchs? Donc je parle vraiment au niveau de la production des matchs. Mais ça, sans doute que non. Il faudra voir un petit peu à l'avenir comment ça va se dérouler. Mais il y a de grandes chances que des accords soient trouvés peut-être avec les producteurs précédents. Maintenant, au niveau de la diffusion des matchs, là, Eleven Sports devra trouver des accords avec les diffuseurs, donc c'est-à-dire les plateformes de diffusion, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire Proximus, c'est-à-dire Telenet, pour que les gens puissent encore avoir accès aux matchs. Parce que maintenant ils ont fait un contrat avec le play-off. Si la fédération belge, il faut changer la formule, ça veut dire il doit changer même le contrat avec la société qui divise. Oui, mais le championnat, bon, il faut voir au niveau des clubs, mais le championnat était reparti pour cette formule-là. Alors après, c'est au niveau des dates, effectivement, que il y avait parfois un petit peu des questions, sachant qu'à un moment donné, on a évoqué aussi cette fusion avec le championnat des Pays-Bas. Donc, on était un peu attentif à la date de fin de contrat aux Pays-Bas et en Belgique. Mais bon, cette création d'une forme de Benelux, c'est quelque chose qui existe déjà depuis des dizaines et dizaines d'années. Et pour ceux qui s'en rappellent, à l'époque, Michel Verschuren, qui était le manager d'Anderlecht, en parlait déjà. Je veux dire, on est des dizaines d'années après. Cette ligue n'a toujours pas vu le jour. Et après, là, il faudra encore voir quels sont les intérêts pour les clubs néerlandais, les intérêts pour les clubs belges, que certains clubs ne soient pas lésés d'un côté comme de l'autre, qu'il y ait une forme de domination d'un pays sur l'autre, et puis aussi quels seront les critères pour envoyer des clubs en compétition européenne au niveau du coefficient UEFA. Enfin, il y a beaucoup de questions sous-jacentes auxquelles on n'a pas encore trouvé de réponse claire et précise. Ici, voilà, ce championnat est amené à repartir en Belgique sur les mêmes bases. Ici, on est dans un contexte, finalement, on s'est dit que beaucoup de choses peuvent changer. Et à mon avis, on en viendra à une forme de compréhension et d'intelligence aussi des acteurs principaux pour voilà, se mettre d'accord si des changements doivent être faits dans l'organisation du championnat. Abdallah. Philippe, quand on parle de la fin des championnats, on parle aussi des joueurs en fin de contrat, puis du mercato d'été. Est-ce que vous pensez que les équipes belges, dans ce contexte actuel avec une telle santé financière, peuvent encore prétendre à des transferts de qualité, on va dire? Et quand vous n'avez pas d'argent dans vos caisses, je ne sais pas comment vous pouvez acheter. Ah ouais. Mais on n'a pas d'argent dans la caisse, on peut difficilement se permettre des folies. Donc c'est toujours une forme d'équilibre financier à faire. Alors peut-être que finalement, si la situation va amener les clubs à revoir un petit peu aussi leur politique de formation et politique de transfert. Prenons le cas de deux clubs, comme on l'a bien ici en Belgique. Le Sporting de Charleroi, ces dernières années, s'est tout de même montré une forme de spécialiste, d'aller chercher des joueurs qui étaient méconnus et qui ont apporté vraiment un plus à l'équipe, et des joueurs qu'ils ont payé finalement très peu et qu'ils ont surtout aussi réussi parfois à revendre très cher. Donc ça a fonctionné de manière remarquable ces dernières années, et le club est toujours dans cette ligne directrice-là. C'est un bel exemple. Ici, du côté du Sporting d'Anderlecht, cette saison, avec le projet de Vincent Compagnie, c'était de mettre surtout des jeunes joueurs. Alors, est-ce positif, est-ce négatif? Ça, je vous laisse juge d'apprécier ce qui s'est passé cette saison à Anderlecht. Il y a une dynamique qui est claire au niveau de la formation, il y a une dynamique qui est claire au niveau des intentions. Maintenant, de l'autre côté, cela n'a pas été teinté de rose au niveau des résultats positifs. Je veux dire, si le championnat s'arrête, ne reprend pas, je rappelle qu'Anderlecht est actuellement 8e du championnat, ça risque d'être de nouveau une non-qualification pour une Coupe d'Europe. Quand on pense un petit peu à l'histoire du Sporting d'Anderlecht, 2 saisons sans jouer la Coupe d'Europe, c'est presque invraisemblable. Hein. Donc voilà, peut-être qu'au niveau du prochain mercato, il va y avoir des approches différentes, mais comme toujours, en fonction des moyens que l'on a, on s'offre ce que l'on peut. Vous avez parlé, Philippe, d'Anderlecht. Est-ce que, ou bien la conception Vincent Compagnie
pourquoi la sauce n'a pas pris Anderlecht? Ben, le projet de Vincent Compagnie, je crois que c'est un projet tout à fait louable et qui reste louable. Je crois que dans un premier temps, et le club l'a reconnu, sans doute que Vincent Compagnie a voulu gérer trop de choses lui-même et c'était impossible. C'était tout simplement ingérable pour un seul homme de vouloir prendre autant de fonctions en même temps et autant de responsabilités en même temps. Mais on a essayé de maintenir cette ligne directrice au niveau des jeunes. Voilà, des jeunes joueurs, c'est pas si facile que ça à former et surtout c'est pas si facile que ça à les former pour performer. Donc je sais pas si on peut vraiment les blâmer. Je crois que ces jeunes, ils ont tous essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils avaient beaucoup d'envie, mais évidemment il leur manquait une cruelle expérience de certains matchs, une expérience de gestion de matchs. Une gestion aussi des émotions, donc de manière générale, on a eu des jeunes qui se sont montrés à certains moments trop fébriles que pour pouvoir dominer un match, que pour pouvoir aussi gérer des fins de rencontre et obtenir les points nécessaires. Voilà, actuellement Anderlecht, comme je disais, 8e du championnat, avec 1 point de retard sur Malines, qui était le dernier qualifié pour les playoffs 1 actuellement. Anderlecht, je crois, cette saison, c'est tout de même 8 défaites, à peine 11 victoires en 29 matchs. Voilà, pour un club comme Anderlecht, c'est quelque chose qui semble, voilà. Mais même au niveau, Évidemment. Philippe, même au niveau de scouting pour ramener les joueurs, qu'ils ont ramené des joueurs pro talentueux, la plupart du temps, ils ont été blessés. On voyait Samir Nasri, et il a joué carrément, je crois, 3 matchs. Et d'autres joueurs, Rof aussi, ils sont malades, ils sont blessés. La plupart des joueurs qu'ils ont ramenés nouveau cette année, ils sont blessés. Non? Ah, il y a des joueurs effectivement qui ont été blessés. Bon, ben voilà, des blessures, ça arrive dans n'importe quel sport, ça peut arriver dans n'importe quel sport et ça peut arriver dans n'importe quelle équipe. Alors quand vous avez des éléments majeurs ou des éléments qui sont considérés comme des leaders et qui se blessent du jour au lendemain, ben effectivement, ça porte tout de même un coup à la ligne directrice de l'équipe. Mais ça, voilà, c'est un impondérable qu'il faut pouvoir gérer en fonction du noyau dont on dispose. Les blessures, il y en a eu, il y en a, et il y en aura encore à l'avenir, quel que soit le club. Ça, voilà, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, et enfin, les joueurs ne font pas exprès de se blesser. Ce serait absurde. On peut pas dire grand chose de plus par rapport à des joueurs qui sont blessés. Alors après, au niveau de la performance d'autres joueurs, moi, comme j'ai souvent cette approche-là, je me dis qu'il y a aussi d'abord la gestion émotionnelle. Quand on parle de gestion émotionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un contexte qui est favorable au développement d'un joueur, à l'épanouissement d'un joueur. Et parfois, on peut venir avec des très belles et bonnes intentions dans un club. On débarque en pensant que tout va réussir. Et puis finalement, on ne parvient pas à trouver sa place. On est mal dans sa peau. Et un joueur qui est mal dans sa peau, un sportif de haut niveau qui est mal dans sa peau, il ne peut pas performer. Ça, c'est connu. Allah. Bien. Je reviens vers vous, Philippe, pour encore une ou deux questions. La première, est-ce que on peut s'attendre à une intervention de l'État pour aider les équipes belges? L'intervention de l'État pour aider les équipes belges, mais qu'entendez-vous par une intervention de l'État? Pour les trésoreries des clubs, pour je ne sais pas, qu'est-ce que vous entendez par une intervention de l'État? C'est-à-dire, dans le contexte actuel, avec l'arrêt du championnat, avec ce manque à gagner des droits TV, les équipes seront dans une situation très compliquée. Oui, comme il y a de très nombreuses autres entreprises en dehors du domaine du sport qui sont aussi confrontées à d'énormes problèmes et qui ont reçu des aides aussi très minimes. Alors le monde du sport, il est un petit peu, mal placé, dans le sens où on sait très bien qu'il y a énormément d'argent qui est brassé dans le monde du sport, et on connaît le montant de certains contrats qui sont des contrats faramineux. Il faut savoir aussi que les sportifs de haut niveau, ils disposent de certains avantages fiscaux par rapport au commun des mortels. Donc, venir demander une aide quand on bénéficie déjà
davantage, c'est un petit peu compliqué, je trouve. Mais on peut demander ces subventions quand on est amateur, par exemple. Oui, mais enfin, ceux qui sont amateurs, ce n'est pas leur métier d'être, ils ne sont pas professionnels. Puis, par la définition, ils sont amateurs et ils ont un autre boulot à côté. Je veux dire, le foot n'est qu'un hobby pour eux. Philippe, une dernière question concerne le Grand Prix de Formule 1. On parle d'un Grand Prix à huis clos au mois d'août. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je trouve que ça n'a aucun sens. Quel que soit le sport touché par le coronavirus aujourd'hui, quel que soit le sport, disputer un événement sportif sans spectateurs, pour moi, ça n'a aucun sens. Je dis le sport, l'histoire du sport est faite sur ce concept, entre guillemets, du pain et des jeux, mais on se rend compte, juste avant, par exemple, l'arrêt des championnats, on a eu certains matchs qui se sont déroulés à huis clos, sans spectateurs. C'était absurde. C'était absurde, je dirais. Et c'est là qu'on se rend compte aussi de toute la dimension sociétale, par exemple, d'un sport comme le football. Le football, sans ses supporters, n'est rien. Je parle évidemment du sport de haut niveau, du football professionnel. Je dis jouer dans un stade qui est désert, expliquez-moi quel est l'intérêt, et puis mettez-vous aussi à la place des joueurs. Enfin, moi je dis, si on joue dans un stade comme ça, vide, entre deux équipes, même professionnelles, enfin je m'excuse, on peut aller mettre une caméra dans un parc et voir des gens qui jouent, c'est la même chose. Hein. Je veux dire, il manque la dimension de ferveur, il manque la dimension de spectacle. Le sport et le football en particulier, c'est un spectacle qui est organisé. Il y a des gens qui se rendent dans un stade, ce sont des dizaines de milliers de personnes aux quatre coins du monde qui se rendent dans des stades pour supporter des équipes. Jouer dans des stades vides, pour moi, ça n'a aucun sens. Donc, un Grand Prix de Formule 1 sans spectateurs, vous allez me dire, oui, ce sont plutôt des voitures, elles vont tellement vite, on a parfois du mal à les suivre ou à les voir en temps réel quand on est sur place. Mais il y a toute une, voilà, c'est peut-être que pour un sport comme la Formule 1, on pourrait encore éventuellement imaginer certaines choses avec les pilotes. On est dans un sport individuel là, donc ce sont des pilotes qui sont un petit peu dans leur monoplace, concentrés sur leur course et sur la route, et sans doute qu'ils n'entendent pas vraiment aussi des cris des supporters ou des fans de Formule 1, de sport auto qui sont là massés autour de la piste. On se rend compte en fait que dans de très nombreux sports, on cherche vraiment à sauver des calendriers. Il y a une forme de course effrénée contre le temps où on se dit aussi qu'on aurait peur de rater des événements. Et comme je le dis, il y a aussi cet aspect financier qui est derrière, qui est tellement important, et donc on peut comprendre que les organisateurs, que ce soit pour le Tour de France, que ce soit pour des classiques cyclistes, que ce soit pour la Formule 1, pour des matchs de Coupe d'Europe, etc., etc. Et évidemment, cet aspect financier à l'œil, c'est un aspect qui pour eux est un des aspects vraiment primordiaux. On a vu le cas des Jeux Olympiques qui ont été reportés de un an, mais rien ne dit que dans un an, il y aura les Jeux Olympiques. Donc, il y a tellement d'imprévus, tout le monde a été pris vraiment de court. On essaye de sauver ce qu'il y a à sauver, parce que d'un certain côté, ce ne serait pas mieux de se dire, ben, écoutez, ben voilà, cette année, en 2020, il n'y aura plus d'événements sportifs, malheureusement, et essayons de repartir sur des bases saines dans le futur. Philippe, oui. Une petite question parce que je viens de lire ici maintenant. Ostende est sauvé à l'ancien confrère de WAF Foot. Votre réaction, mon cher ami Philippe? Sur le club, il y avait déjà des Américains qui s'étaient présentés. Donc voilà, comme on l'a évoqué, avec tous ces clubs qui ont été confrontés à des difficultés financières, eh bien, sont en interne, ils travaillent énormément pour essayer de sauver ce qu'il y a à sauver et de mettre des bases solides pour le futur. Et puis, en fonction de ça, évidemment, il y a aussi l'octroi de certaines licences. C'est vrai qu'on évoquait le cas de Lokeren qui était tombé en faillite, mais ici, on peut se poser des questions. C'est tout de même une faillite après un récent rachat. Le club avait été racheté dernièrement, donc on peut déjà se poser la question comment, lors du dernier examen, ce club avait obtenu sa licence, si aujourd'hui il tombe en faillite. Mais je crois que c'est pour tous les clubs d'essayer de trouver cette stabilité, cette santé financière quand on est confronté à
de spectateurs, peu de supporters ou une moyenne nettement inférieure par rapport à d'autres clubs et ce souhait d'être compétitif. C'est une bonne nouvelle alors, donc pour le championnat belge, officiellement Ostende est sauvé, donc on n'a pas un peu de crainte, hein? C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont supporters d'Ostende et qui aiment le club. Alors je sais qu'on est souvent parfois aussi attaché à des formes de symbolique. On se dit qu'il y a un tel club, mais c'était impossible qu'il disparaisse. Tel autre club, c'était impossible qu'il disparaisse. On connaît par exemple le cas en Espagne du Real Madrid. Ben voilà, c'est une institution, c'est quasiment le club numéro un dans le monde, ou certainement en termes de popularité. C'est sans doute le club le plus connu dans le monde. Quand il y avait des trous énormes dans la caisse, on imaginait mal, entre guillemets, la faillite, la clé sous le paillasson et dire le Real Madrid comme institution, c'est terminé, ça n'existera plus. Donc en Angleterre, on a vu combien de clubs de renom qui sont descendus à des échelons inférieurs et qui engendrent une forme de nostalgie quand on les retrouve dans des épreuves de coupe et qui parviennent à franchir certains stades de l'épreuve. Je crois que c'est plus une question sentimentale de la part des supporters, de savoir si un club survit ou ne survit pas. Prenez le cas du Sporting d'Anderlecht aujourd'hui. Que pensent les supporters de la situation sportive actuelle du club? Et je parle évidemment des résultats sportifs. Mais certainement, ils sont fortement déçus par rapport à ce qu'ils ont connu dans un passé qui n'est pas si lointain que cela. Voilà, ça c'est simplement la vie et l'histoire économique d'entreprise, et si on parle d'entreprise sportive. Abdullah. Nordine a une dernière question. Philippe, tous les grands rendez-vous européens et mondiaux sont décalés, notamment la Coupe d'Europe. Est-ce que vous pensez, vous, que la Coupe du Monde aura bien lieu à la date fixée? La Coupe du Monde, on doit encore attendre. D'abord, il y aura le championnat d'Europe, il y aura l'Euro qui aura lieu donc l'année prochaine. C'était l'Euro 2020 de cette année. Et comme toutes les compétitions, on ne peut pas dire, on n'a pas de boule de cristal pour savoir si oui ou non une compétition aura lieu à temps et à heure. On a annoncé par exemple pour le Tour de France déjà des dates relativement précises à la fin du mois d'août. Compte tenu ici de la décision aujourd'hui même en France, je crois qu'à mon avis, ils vont devoir à nouveau revoir un calendrier, ce genre de choses. Donc ça n'a pas vraiment de sens de dire est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas le faire, est-ce qu'on va pas pouvoir le faire. Personne ne peut le dire aujourd'hui comment cela va évoluer. Il y a même des virologues, des infectiologues qui annoncent qu'il y aurait une deuxième vague de coronavirus à la fin de l'année. Donc on pourrait s'attendre à avoir de nouveaux confinements dans le futur, de nouvelles mises à l'arrêt dans le futur. Donc dans ces conditions-là, comment voulez-vous entamer des compétitions si c'est pour arrêter après déjà 1 ou 2 mois et puis reprendre 2-3 mois plus tard? Je dis, il y a tout de même aussi une condition physique à entretenir pour des sportifs qui sont ici à l'arrêt, sportifs de haut niveau. Mais il y a l'impondérable de la santé. Donc si d'aventure il y a une deuxième vague et de nouveau des confinements qui sont décrétés par les gouvernements, comment allez-vous jouer? Ce serait impossible de jouer. Pour le reformer du championnat, j'ai entendu il y a des clubs qui veulent jouer le 1DB, D1B avec la réserve au U21. C'est quoi exactement ça? Mais donc je disais, c'est par rapport à la D1B où actuellement il n'y a que 2 clubs qui disposent de la licence. Et donc et notamment le club je ne me reviens pas. Il y avait 2 clubs en division 1B qui avaient la licence actuellement. Donc ça veut dire que ce championnat il était voué à disparaître. Alors est arrivée la possibilité d'éventuellement mettre des équipes U21. Mais là aussi, ça ne semble pas être une bonne solution, parce que comment pourrait-on, dans un même club, diriger 2 équipes, avec une qui serait en D1A, l'autre qui serait en D1B? Enfin, il y aurait aussi des conflits d'intérêts qui seraient tout de même flagrants. C'est une solution qui n'est pas du tout envisageable. Mais en fait, la question de la survie de la D1B, c'est celle-là. Il
C'est par rapport au nombre de clubs qui vont recevoir leur licence et ceux qui la paieront. Et quand on parle de la licence aussi, même au niveau premier amateur, il n'y a que deux clubs qui ont la licence aussi. Oui, oui, non, tout à fait, tout à fait. Mais donc, Il y a un gros problème. En fait, il y a eu 30 demandes de licences professionnelles. Mhm. Il y a eu 30 demandes de licences professionnelles et il y en a 11 qui se sont vus refuser la licence. Donc, un tiers, plus d'un tiers. Donc, c'est énorme. C'est la base de la licence, c'est quoi la licence, c'est quoi la base, c'est quoi les règles ou les points importants à avoir un club pour avoir la licence? C'est la santé financière, c'est la santé financière du club et de voir l'équilibre entre les rentrées et les dépenses. Ok. Abdullah? Merci à vous, Philippe, d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et nous laissons avec un dernier mot à nos auditeurs en plein Ramadan et en plein confinement. Et le principal mot d'ordre, c'est évidemment que chacun puisse rester chez soi, mais puisse aussi trouver une forme d'épanouissement dans ce mode de vie un petit peu changé. Alors oui, il y a des contraintes, mais je crois qu'on peut essayer de surmonter ces contraintes et tout de même de prendre aussi du plaisir en restant chez soi, en s'ouvrant peut-être à d'autres domaines, en s'intéressant à d'autres choses. On dispose aujourd'hui via le monde numérique de tellement d'objets connectés où on a un accès à l'information mais qui est gigantesque. Alors oui, on ne vit plus d'événements sportifs en direct, mais ça n'empêche pas de s'intéresser à d'autres aspects du sport, de revivre des grands événements sportifs. Donc je crois qu'il faut essayer justement de voir un autre aspect et si possible positif dans les choses. Et pas trop manger. Merci à vous. Philippe, Philippe, il faut pas trop manger, rester à la maison sans rien faire. Mais écoute, moi je ne m'ennuie pas, je suis à la maison, je fais plein de choses, moi tous les jours, tu sais, j'ai tellement de choses à faire. Oui. Moi je ne sors pas de chez moi, je suis très bien chez moi. Moi je ne sors jamais, j'ai tout ce qu'il faut à la maison, moi, donc je ne sors pas. Ça c'est bien, ça c'est bien. Abdullah, Ben, toi t'es quand même content d'être chez toi quand t'es à Mons avec ta famille, non? aussi bien avec ma famille, mais le travail il faut aussi. Oui, ça aussi, mais il sont des formes d'organisation Oui. et donc voilà. Mais moi, je te le dis à titre personnel, je ne me plains pas du tout. Je dis, ma vie n'a pas foncièrement changé. Oui, c'est moins aller dans les stades et moins faire Et te manque pas les stades alors? Mais, Philippe, et te manque pas les stades, l'ambiance de. Ben oui, ça me manque d'aller voir les gens, de voir un peu ce genre d'événements, mais je dis, je trouve d'autres choses à faire. Je suis aussi intéressé par tellement d'autres choses que j'ai de quoi m'occuper. Donc voilà, je ne suis pas là à pleurer dans mon coin parce qu'il n'y a plus de match. Oui, c'est dommage de ne plus avoir cette intensité des matchs, cette émotion qu'on peut vivre justement dans des grands événements, mais il y a d'autres choses pour remplacer ça et on peut trouver facilement son bonheur et sa joie en faisant d'autres choses. Un grand merci à notre cher ami Philippe. Demain, Inch'Allah, هيكون معنا المدرب رشيد الغفلوي خبير في الكرة الإفريقية مدرب الأندية ديال النيجر اللي هو يعني عنده دراية كبيرة بالفوتبول أفريقيا إن شاء الله رشيد غفلوي un très connaissant du championnat africain et demain à 19h لك الخط عبد الله pour terminer. إذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج رمضان فولتير. كان معنا الزميل الصحفي فيليب دونوا من القناة RTL TV وكذلك فو، وكيشتغل مع مجموعة من المنابر الإعلامية. نضرب لكم موعدا يوم غد إن شاء الله كما قال زميلي نور الدين مع رشيد الغفلاوي. صحة فطوركم وإلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.